Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité de ce 15 h. Le président de la République, Ismaël Marguil, a reçu aujourd'hui les nouveaux membres du Conseil constitutionnel au Palais de la République. Également dans l'actualité de ce 15 h, le premier pas de Djibouti vers l'hydrogène vert, c'était lors d'une signature entre le ministre et une compagnie australienne. Dans l'actualité internationale, l'effondrement d'un glacier dans les Alpes fait au moins 6 morts en Italie. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguil, a reçu ce matin au Palais de la République le président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ismail Hirsi, accompagné par les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle qui ont prêté serment devant le chef de l'État. Monsieur le Président, c'est un grand honneur et un grand plaisir de nous recevoir dans cette belle salle de cérémonial à l'occasion de la prestation de serment de nos 3 derniers juges constitutionnels nommés au mois d'avril. Soyez assuré, Monsieur le Président, que la haute institution constitutionnelle que vous avez l'honneur de guider va tenir son engagement conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique qui l'organise. Nous vous remercions profondément au nom de toute l'équipe de cette disponibilité que vous nous avez offerte et de notre future coopération et collaboration dans l'exercice de notre haute mission. Et nous nous engageons, comme je l'ai dit d'ores et déjà, de mettre tout en œuvre pour vous accompagner dans l'édification de l'état de droit, de faire de notre mieux pour que la primauté de la loi soit assurée chaque fois qu'il nous est demandé. Eh bien, les membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment devant le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بكل أمانة والنزاهة وحياد وإنصاف وأن أحترم في جميع الأحوال الالتزامات التي تفرضها علي وظيفتي وأن أحافظ على سر المداولات التي أشارك فيها والله على ما نقول وكيل. Ensuite, le président de la République a prononcé également un discours dans lequel il a souhaité bienvenue aux nouveaux membres du Conseil constitutionnel du pays. Le chef de l'État a souligné l'importance de leur rôle fondamental dans cette plus haute instance de l'État qui est le Conseil constitutionnel de Djibouti. Pas beaucoup d'occasions de rencontrer les membres du Conseil constitutionnel. Toujours est-il qu'il m'appartient de faire un petit rappel à chaque occasion qui m'est offerte pour rappeler à ceux qui sont appelés à défendre, à protéger et à appliquer la Constitution à chaque fois où c'est nécessaire. La Constitution étant le premier élément qui nous réunit, qui crée la République de Djibouti
et qui doit être la pièce maîtresse de notre République. Pour cela, vous venez de prêter serment devant moi-même et le ministre en charge de la justice. Et je me réjouis que vous soyez appelés à votre mission qui consiste à occuper votre place dans le dispositif de notre pays. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouvelle mission pour certains d'entre vous et une bonne continuation pour ceux qui sont déjà dans le métier. Ensuite, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien avec le président du Conseil constitutionnel et les nouveaux membres du Conseil. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'importance et le rôle majeur de ces nouveaux membres dans cette prestigieuse institution. Outre sa mission de faire valoir la conformité des lois à la norme juridique suprême, en l'occurrence la Constitution, l'organe fait également office d'instance d'arbitrage assignant les différents pouvoirs exécutifs et législatifs à leurs domaines respectifs d'intervention. Le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdon, et la conseillère juridique, Mme Souad Hussein, ont pris part à cette audience. Autre actualité de ce 15h, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, la conférence des présidents s'est réunie ce lundi et s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Ont également pris part à cette réunion le deuxième vice-président, le secrétaire questeur, le président du groupe parlementaire, les présidents des commissions permanentes et le rapporteur général du budget. La conférence des présidents a pris connaissance du projet de loi, le numéro 164 de l'année 2022 de la 8e législature portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère délégué de l'économie chargé du numérique et de l'innovation et l'a transmis à la commission compétente. Je vous le disais en titre, le premier pas vers l'hydrogène vert avec la signature d'un accord avec la compagnie australienne Fortescue Future Industries, FFI, Djibouti entre le cercle de pays qui ambitionnent de produire de l'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables. En effet, ce matin, au terme d'une négociation qui a duré 8 mois, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, et son hôte, Mme Jules Schitlort, directrice générale du groupe australien, ont apposé simultanément leur signature au bas d'un accord cadre prévoyant la production d'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables sur 2 sites dédiés, l'un au nord Goubet et l'autre à Hayou, Obok. Et ce en présence de M. Aboubakar Omar Hadi et le directeur Rayad Moussa Ahmad, respectivement président de l'autorité des ports et des zones franches et le directeur général de l'Office de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG. Le ministre, donc Younis Ali Guedi, s'est également réjoui que les infrastructures portuaires pour le transport et l'exportation de l'hydrogène vert sont d'ores et déjà en phase de finition. Voici les propos du ministre. J'ai eu l'honneur d'accueillir la CEO du groupe Fortescue pour signer le protocole sur les études, mais aussi la faisabilité et la production, Inch'Allah, de l'hydrogène vert, l'hydrogène propre, comme nous le disons dans le jargon technique, qui est une énergie produite à base d'hydrogène décarboné, très utile pour la production d'énergie, mais aussi avec l'environnement, qui est ami avec l'environnement et qui n'a pas les effets de gaz de serre. Aujourd'hui, nous assistons avec le chairman des ports et le directeur général de l'ODEC, ces projets que nous avions commencé déjà il y a presque 8 mois, depuis novembre 2021,
nous avions essayé de discuter du projet et des résultats concluants eus par l'ODEC, des résultats de l'hydrogène vert à partir des fumerolles et des sites qui ont été étudiés par les pré-études que l'ODEC a déjà fait. Nous avons été sollicités par beaucoup de compagnies, c'est sûr. Vous savez très bien que Djibouti, la production d'énergie est libéralisée depuis 2015 et nous avons, après étude par nos collaborateurs, choisi le premier investisseur qui est Fortescue, qui a une base solide et des investissements qui nous ont séduits et qui nous ont aussi mis en sécurité pour le gouvernement de Djibouti pour pouvoir faire ces études de stabilité, de faisabilité, mais aussi à l'avenir faire les études et la production d'énergie propre. Autre signature d'accord, cette fois-ci, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Hamadou Ali, qui a signé ce matin dans les locaux du ministère un mémorandum d'entente avec le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Slim Feriani. Cet accord d'entente entérine la collaboration des deux institutions pour la mise en œuvre de la feuille de route Djibouti Smart Nation portée par le président de la République en tant que moteur de croissance. Le numérique est une priorité nationale pour Djibouti pour relever les défis de création d'emplois, de création de richesses et un levier pour transformer les services publics et les rendre accessibles à tous les citoyens dans toutes les régions de l'intérieur. Cette collaboration vient à point nommé de renforcer la collaboration du ministère avec l'ensemble des autres institutions publiques et notamment le ministère du Budget et l'autorité des ports œuvrant à créer un écosystème numérique favorable à l'investissement, l'entrepreneuriat et l'innovation. Dans ce cadre, un projet FinTech sous forme de première plateforme crowdfunding à Djibouti permettra d'apporter un instrument adapté pour le financement de nos jeunes porteurs de projets. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'atteindre des résultats concrets et de mettre en œuvre des projets digitaux. C'est ce qu'a précisé Slim Feriani. Voici ses propos. C'est interrelié en fait. L'écosystème entrepreneurial a besoin de l'économie numérique, a besoin de e-commerce, a besoin de l'innovation. Donc c'est interrelié. Bon, je pense que nous sommes maintenant entre nous, on peut parler de beaucoup de choses. Mais je dirais d'abord la complémentarité est clé, le partenariat est clé. Donc là, c'est un partenariat public-public, mais il y aura le public-privé éventuellement, certainement. Donc ravi d'avoir les deux équipes. Et en fait, encore une fois, c'est de l'énergie positive, tous ensemble. Bravo, honnêtement, à tout le monde qui a travaillé, parce que là, c'est le bout du iceberg. On est là pour signer le mémorandum, mais avant ça, il y a eu beaucoup de travail que nous avons suivi chacun de son côté. Et pour sa part, la ministre a insisté sur la valorisation des 9 câbles sous-marins permettant d'attirer les leaders mondiaux des infrastructures numériques pour faire de Djibouti le data center de l'Afrique et offrir un service de connectivité de qualité et à des prix abordables pour nos citoyens. Je suis très contente parce que nous avons commencé, après la feuille de route au ministère, à échanger, préparer des mémorandums d'entente avec nos partenaires du secteur public et un partenaire important comme le Fonds souverain. Et j'ai souhaité, avec l'équipe, on s'est dit il faut qu'on commence par l'économie numérique. C'est vrai que le ministère a des missions, la transformation numérique de l'administration et la promotion de l'économie numérique et de l'innovation. Et l'économie numérique, l'économie digitale est aujourd'hui un outil, un secteur qui pourrait créer de la valeur et de la richesse. Et surtout, avec notre grand défi et le taux de chômage qui est autour de 40%, c'est permettre au moins aux jeunes qui sont bien formés, des fois, qui ont besoin juste un complément de formation et un accompagnement à travers les centres comme les clés à trouver un emploi ou à s'auto-employer parce qu'il y a aussi cette solution. Et nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner ces secteurs, les jeunes, à créer de l'emploi, de la richesse et à introduire cette nouvelle technologie dans le management de l'administration. Notre souhait, c'est de permettre aux citoyens, aux opérateurs privés
d'utiliser les plateformes de l'État pour obtenir les services et les documents administratifs. Vraiment, c'est notre défi et priorité. Et on s'est investi en mettant en place une feuille de route, digitaliser l'administration, la collectivité locale, parce que quelque chose qu'il y a à renforcer, la relation entre la capitale et les régions de l'intérieur, l'administration décentralisée, au lieu de se déplacer et venir faire 3 heures de route. On souhaite aussi que l'échange et les discussions s'effacent à travers les plateformes entre les services à l'intérieur du même département qui est déconcentré. Comment travailler en synergie avec les services et les départements qui se trouvent à l'extérieur de la capitale. Lorsqu'on va attirer le grand data center, on souhaite avoir un fonds souverain qui est outillé, qui dispose d'un capital, qui pourrait vendre. Et nous, notre mission en tant que gouvernement, c'est d'améliorer cet environnement de l'écosystème, mettre en place un cadre réglementaire. Il y a les codes numériques qui, d'ici le 3e trimestre de cette année, être validés, disposer de tous les cadres institutionnels, le code numérique, qui contient 8 livres. Et on va essayer de travailler aussi avec les ministères. On a préparé les mêmes mémorandums d'entente avec le ministère du Budget pour voir si un espace fiscal est accordé à un nouveau secteur de l'économie numérique. Et voilà qui nous ramène de parler de cette célébration du 70e anniversaire de la révolution du 23 juillet 52 à la chancellerie égyptienne. La cérémonie de réception a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, et du ministre de l'Infrastructure des Transports, Hassan Hamad Ibrahim, les chefs des missions diplomatiques arabes et étrangères. À leur tête, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur yéméni du Djibouti, Abdallah Ben Moussallem Ben Sokatri. Les représentants d'organisations des Nations Unies opérant à Djibouti, des officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes, ainsi que des membres de la communauté égyptienne à Djibouti ont également participé à l'événement. Les invités ont été reçus par l'ambassadeur Oussam Eldim Reda, entouré de son plus proche collaborateur à l'ambassade. Les participants ont félicité l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à l'occasion de la célébration par son pays du 70e anniversaire de la fête nationale, appréciant les grands progrès de l'Égypte dans tous les domaines. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment la ville de l'Unité et d'Ikil, qui a enregistré ces dernières semaines l'afflux de la première vague des sinistrés de la sécheresse en provenance des sous-régions limitrophes d'Éthiopie. Il s'agit en majorité des ressortissants djiboutiens profondément impactés par les effets néfastes de la sécheresse endémique dans les zones de pâturage, où ils se sont installés en transhumance, maintenus avec leur cheptel au-delà de nos frontières. Or, la sécheresse qui sévit ces dernières années de façon chronique à Djibouti et dans les régions de l'intérieur caractérisée par une absence prolongée des pluies qui s'avèrent plus intensives, avec comme conséquence la disparition du couvert végétal, le tarissement des points d'eau, la remontée de la saumure dans les nappes phréatiques, la sous-alimentation du cheptel et la famine, surtout chez les populations nomades. Cependant, la migration de ces familles pastorales dans les sous-localités de la région de l'Unité témoigne d'une situation de stress sur les moyens d'existence et la sécurité alimentaire, ménages ruraux, du manque de nourriture et d'eau suffisante. Pour l'heure, on ne déplore qu'une centaine de ménages déplacés avec le peu de cheptel restant dans les zones sud-ouest du pays, dans Sankal, Bakeri et Galangreti, situés géographiquement dans le secteur de Gobad. Ces familles déplacées sont en situation de vulnérabilité avancée à l'insécurité alimentaire et sont dépourvues de tout moyen de subsistance en termes de vivres, d'abri
et des vêtements si ce n'est que faire appel à l'aide. En nouvelles du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'effondrement d'un glacier dans les Alpes fait au moins 6 morts. Au moins 6 morts, une dizaine de disparus et plusieurs blessés. C'est un lourd bilan après l'effondrement d'un glacier dans les Alpes du Nord en Italie. Un énorme bloc s'est détaché du glacier dans le Marmolda, dans les Dolomites. Une avalanche de neige, de glace et de roches a touché une voie d'accès où se trouvaient plusieurs cordées. Certaines ont été emportées. Selon les médias italiens, des alpinistes étrangers faisaient partie de ces groupes. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.